Bonjour Natacha, comment ça va aujourd'hui? Bah bien, Bien. bien. C'est le meilleur moment de l'année. Là, on est au Salon du Made in France et c'est mon antidépresseur annuel. C'est-à-dire que tous les ans, depuis plus de 10 ans, je viens à ce salon et je suis épatée par les gens que je croise. C'est-à-dire des gens qui se battent pour produire en France quand on sait la difficulté que ça peut être. Ils font le choix de défendre leur pays, de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Et il y a une énergie dans ce salon, une énergie positive, des gens qui sont fiers de ce qu'ils font, qui sont inventifs. Donc ça met forcément de bonne humeur. On sort de là, on y croit, on sait que ça peut aller mieux. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui sur le salon Made in France? Vous avez des interventions? On a une première rencontre autour de Shein, puisque c'est l'actualité. Comment on fait pour contrer une plateforme qui, en fait, détruit exactement tout ce que font les gens qui sont ici. Et puis une deuxième rencontre sur autour des politiques. Les politiques aiment-ils le Made in France? Pourquoi ils viennent que de temps en temps, alors les années électorales au salon, et pourquoi le reste du temps, ils ne se battent pas, ils ne défendent pas les intérêts des producteurs français, et pourquoi ils ont l'air d'avoir capitulé. Et puis je vais aussi tout simplement me promener dans les allées, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer tous ceux qui sont ici, des artisans, il y a tout ça ici. Bonjour Natacha. Ça va Mathieu? Ça va très bien. T'as fait le voyage depuis Berlin? Bien sûr, c'est quand même un grand moment. Ouais, on s'approche du bouclage, donc c'est cool. Ouais. Non, mais tu vas voir, c'est absolument magnifique. Tu as suivi un peu toute la construction du truc, tous les choix de photos, de mise en page. T'as pas encore vu la une, en revanche, je crois. Pas encore, non. Ça, elle est pas encore finie. Moi, j'ai vu que des ébauches. Brice nous a montré des éléments. Et franchement, c'est là aussi, mais il a un talent de dingue. Ça va être très, très, très beau. Mais maintenant, ce sommaire va sortir. C'est ça, il va falloir expliquer ce qu'il y a dedans. Et on va voir ce que c'est. Et je pense que ça va être l'occasion pour nous de recommuniquer sur une idée qui nous avait unis dès le départ, dès notre premier entretien ensemble. C'est de remettre la production au centre. Il faut qu'on explique bien, mais c'est pour ça qu'on a choisi, par exemple, comme premier dossier de une, comment la France et l'Europe sont devenues des nains. C'est parce qu'en fait, le sujet, c'est ça, c'est qu'on ne produit plus. Et en fait, à partir de la production, on peut envoyer un message positif. Pourquoi? Et c'était ça qu'on voulait. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'audace. C'est parce que on voulait pas le truc renfrogné, on veut pas être là en train de pleurer. On est rassemblés par l'idée qu'on peut agir, qu'il n'y a aucune fatalité. Mais pour expliquer aux gens comment on agit, je pense que le meilleur vecteur, c'est ça, c'est de parler de la production. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'on est libre. C'est-à-dire, d'abord, c'est la base de l'humanité. L'être humain agit sur son milieu, sur son environnement, en le transformant. Il le transforme d'abord par l'intelligence de ses mains, et l'intelligence des mains construit l'intelligence abstraite. Et donc ensuite, c'est le savoir, etc. C'est comme ça que ça se fait. Et donc, ne plus produire, c'est de toute façon nous condamner à être incapables d'agir sur le monde, donc à subir, donc à ne plus être libre. Je veux dire, il n'y a pas de liberté véritable sans la capacité à assurer nos besoins vitaux. C'est ça le message à faire passer. Et il y a un autre sujet aussi qui est super important, c'est qu'à partir du moment où on produit, on est dans une logique positive, tu viens de le dire. Et la logique positive, c'est aussi ce qui peut permettre quelque chose de formidable qui, je pense, en France et aussi en Europe et dans le monde, va être nécessaire, c'est sortir de la polarisation extrême pour retrouver en fait une énergie qui nous réconcilie tous ensemble. Et il y a deux possibilités de réconciliation. La réconciliation contre les autres, sur le dos des autres, et il y a plusieurs gens qui disent ça. C'est même majoritaire actuellement. Actuellement, c'est le discours majoritaire. Et puis il y a la réconciliation pour faire quelque chose ensemble. Et pour faire quelque chose, c'est déjà produire. Produire des concepts, produire des idées, produire des objets, produire de la nourriture. Et c'est là où, en fait, c'est ça qui est être audacieux, c'est dans un temps de polarisation, avoir cette idée-là de créer le débat, créer un espace où, en fait, même si on n'est pas d'accord, on peut se réconcilier sur une idée fondamentale. D'ailleurs,
mais à culpa, j'ai dit c'est majoritaire la polarisation, l'idée de faire quelque chose contre les autres, c'est majoritaire dans les partis politiques, dans les actions actuelles, mais pas dans la société. Dans la société, chez les citoyens, au contraire, il y a un appétit d'union, il y a un appétit pour trouver une voie qui embarque tout le monde, majoritaire potentiellement, et qui soit qui nous rassemble tous. C'est ça l'appétit. On le voit bien, les gens ont envie de se rassembler autour d'une belle vision de l'homme, de la liberté, une belle vision de la France. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous retrouvez CFT en France. Il y a un sujet qui a défrayé la chronique cette semaine et qui était en termes de calendrier pas le mieux venu, puisque c'était la veille de l'ouverture de ce salon. C'était l'ouverture de Shine à Paris. On va en parler et je retrouve avec grand bonheur Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Anthony, c'est un plaisir d'être ici et en effet d'aller au fond des sujets, de débattre vraiment de ce qui nous anime ici, de ce qui anime tous les entrepreneurs qui essayent de faire vivre l'emploi en France. Et c'est pour ça que ce sujet de Shein, c'est une manière aussi de discuter réellement de l'économie française, de son état réel et du choix des consommateurs. Petite anecdote et petite digression, il y a les consommateurs qui sont surpris de voir les prix de Shein au BHV. Et oui, parce que là, c'est des prix où ils vont payer la TVA, les taxes et toutes les choses. Tout à coup, on se dit, ah ben mince. Donc ça veut dire qu'il devrait y avoir cette même prise de conscience que quand ça arrive par les petits colis, il n'y a rien qui est payé, donc il n'y a rien qui contribue. Ça, c'est quand même une chose importante. On a le droit d'avoir une conscience en tant qu'individu et de se dire, peut-être qu'il faut que je modifie mon mode de consommation et mon comportement d'achat. Les impôts, les charges que payent les Français servent à entretenir, outre les routes, les hôpitaux, les écoles, justement, ça sert à payer le chômage de masse provoqué par la désindustrialisation. D'où l'importance de reproduire en France, parce que c'est ça qui fera baisser les charges et donc qui fera que les gens gagneront en pouvoir d'achat. Le problème là-dedans, c'est d'abord l'argument de Chine, mais qui est aussi celui de la grande distribution, puisque la grande distribution importe des produits qui sont fabriqués en Chine. Simplement, ils se font damer le pion par Chine, qui en plus commercialise. Mais c'est la même mécanique. Ça consiste à dire aux gens, nous allons vous aider parce que vous n'avez pas de pouvoir d'achat. En 2018, il y a eu un mouvement de révolte contre le fait que le travail ne payait pas. C'était les Gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, a qualifié les gens qui étaient sur les ronds-points de peste brune, c'est-à-dire a expliqué qu'ils étaient fascistes. Le même Christophe Castaner, quelques années plus tard, se fait rémunérer par Shein pour faire du lobbying, pour défendre l'idée que c'est formidable d'aider le pouvoir d'achat des Français. En effet, c'est monstrueux, c'est un scandale absolu. Ça nous prouve que nous avons certaines élites qui ne sont pas patriotes. Donc, oui, on ne doit pas culpabiliser des gens qui n'ont pas forcément de pouvoir d'achat. En revanche, ils ne sont pas que des consommateurs, ils sont des citoyens. Et c'est justement en tant que citoyens qu'ils doivent affirmer leur liberté de ne pas se faire emprisonner par un système qui, à travers le marketing, leur dit « votre bonheur dans la vie, ça va être de consommer ». Il faut lutter contre ça parce que la liberté individuelle, c'est justement de ne pas dépendre de ces entreprises qui essayent de vous piquer votre argent. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas réellement se payer ça. Donc la question, c'est pas de dire vous devez consommer entièrement Made in France. Tout le monde ne peut pas le faire, évidemment, et il y a des gens qui ne peuvent quasiment pas ou pour qui c'est très difficile. Le problème, c'est si chacun d'entre nous ici, nous changeons une petite part de notre consommation. Ceux qui ont le plus de pouvoir d'achat peuvent changer une part importante de leur consommation. Et ceux qui ont des difficultés peuvent changer juste un tout petit peu. Et là, c'est notre pouvoir de citoyen et nous modifions le système économique. Mais en effet, derrière, on a besoin des politiques pour aller revoir les lois, pour aller se battre en Europe, pour refuser un système qui détruit nos emplois et qui est en train de ravager l'économie française et européenne. Il y a des dizaines de pâtes à tartiner absolument génialissimes sur ce salon. Mais il y en a une, mes enfants me mandatent tous les ans
pour trouver la bonne... Ah oui, j'ai une bonne nouvelle. On a l'accord en fait des forces françaises de l'industrie. Donc en fait, le communiqué de presse pourra être annoncé tout à l'heure. Ah, génial. Donc tu as la conférence qui se termine à 17h30 ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de la conférence, tu puisses en fait faire le bilan de la campagne qui s'est bien passée. D'accord. Et puis derrière, après, Gilles Attaf, au nom des FFI, va dire que il y a une augmentation de capital qui est réservée parce qu'ils veulent que les entrepreneurs puissent prendre parti au débat actuel. Voilà. Waouh! Bonne nouvelle, c'est fait. Non, c'est vachement bien. C'est quand même très bien d'avoir une annonce qui se fait sur le salon des FFI. Évidemment. Du Made in France. C'est important de pouvoir expliquer pourquoi le partenariat, l'alliance, le tandem, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, fonctionne naturellement depuis très longtemps, quoi. Bah oui, parce que, tu vois, quand on a choisi cette ligne éditoriale penser, produire, construire, en fait, l'idée, c'était de dire, on fait cette revue pour défendre la production sur le sol français. J'ai expliqué partout, quand on a discuté, il fallait présenter la revue, j'ai dit, on rassemble les gens d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs idées, leurs propositions, du moment qu'on est d'accord sur un point, c'est qu'on va redresser l'économie par la production sur le sol français. Donc, tu vois, il y a une logique, quoi. On se retrouve sur ce combat-là. Rebonjour Anthony, oui, c'est un bonheur d'être ici et c'était forcément ici qu'on pouvait justement venir en tant que nouvelle revue. Pourquoi ? Parce que l'audace, on l'a pensé autour d'un triptyque, penser, produire, construire, c'est-à-dire redresser l'économie française en réunissant tous ceux qui pensent qu'en produisant sur le sol français, on va changer les choses, défendre les intérêts de la France en Europe, de l'Europe dans le monde. Nous avons pu, en effet, financer le premier numéro par une souscription Ulule. Cette souscription, nous attendions 3000 contributions, nous en avons eu 8000. Ce premier succès, parce que c'est un succès, il va permettre justement ensuite de continuer de produire le numéro 2, le numéro 3 et on va faire une première augmentation de capital qui sera réservé au réseau des entrepreneurs et des business angels des forces françaises de l'industrie, le club FFI Invest. Alors on s'est engagé à faire cette levée de fonds. Pourquoi ? Il y a une décorrélation entre l'avis des gens qui votent les lois, qui essayent de les faire appliquer, et ceux qui vivent sur le terrain. Moi j'appelle ça des gens qui fabriquent l'économie, pas ceux qui la théorisent, ceux qui la fabriquent. Donc il faut informer. Il faut informer le peuple, et pour ça, pour nous, une revue comme l'Audace, ça nous paraît un canal absolument indispensable pour faire entendre la voix de ceux qui produisent, de ceux qui entreprennent, de ceux qui aussi font partie des entreprises qui produisent. Parce qu'on parle beaucoup des chefs d'entreprise, mais enfin, sans les ouvriers, sans les employés, sans un certain nombre de personnes, ça ne fonctionne pas. Donc, en tout cas, nous, on espère beaucoup et on en est sûr que l'Audace sera la voix de ces gens-là. Et donc, on a décidé, puisque les chefs d'entreprise qui font partie de notre réseau, un certain nombre d'entre eux, à condition qu'on leur donne pas des taxes qui viennent leur prendre de leur argent, ils ont une capacité d'investissement. Et donc, c'est aussi leur intérêt. Nous, en tout cas, sur les forces françaises dans l'industrie, on essaye de leur montrer qu'il y a des objectifs communs. S'ils mettent un petit peu leur épargne dans des projets comme celui de Natacha, on pense que c'est mieux pour tout le monde. Et ça permettra d'avoir en plus une classe politique encore plus éclairée. C'est merveilleux. La question, elle est fondamentale. L'État aime-t-il le Made in France ? Le rôle de l'État, si une puissance publique existe, c'est pour protéger, pour défendre les intérêts des citoyens. Donc, défendre le fait de produire sur le sol français, c'est-à-dire de créer de la richesse ici pour porter notre modèle social, c'est tout simplement la base du rôle de la puissance publique. Et donc, qu'on en soit à se poser cette question-là, prouve qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, a dérapé. Et je pense que c'est ça qui va faire l'objet de ce débat. Nous sommes le pays le plus désindustrialisé d'Europe. On a fait la plus grande chute. On est aujourd'hui dans les derniers. On a perdu nos usines, nos ateliers. Alors, qui est coupable ? Les politiques au premier rang. Je dirais c'est assez pratique parce que les politiques ne sont pas très nombreux. Donc, c'est assez facile de dire ils n'ont pas fait ce qu'il fallait et c'est sans doute vrai. Dans l'économie, l'acteur principal, c'est celui qui sort sa carte bleue. Soit pour acheter pour lui, soit pour acheter collectivement. On a fini par ne plus comprendre le modèle économique.
les consommateurs qui vont chez Shein depuis une semaine, allons leur expliquer une chose simple. C'est qu'en achetant des produits chinois, vous ne financez pas vos retraites. Donc sur cette question, est-ce que l'État aime le Made in France? Oui, l'État a beaucoup de progrès à faire, et l'État au sens large a été comme la société, a laissé faire, a laissé passer, n'a pas vu. Mais pardon de le dire, nous sommes tous coupables, on a tous notre petit part de responsabilité. Je suis d'accord que le citoyen est autonome et responsable, c'est-à-dire qu'il doit envisager les conséquences de ses actes. Mais premier point, quand la puissance publique fait en sorte que le citoyen ne soit pas informé. C'est-à-dire quand vous avez une Commission européenne qui refuse la traçabilité des produits parce qu'elle considère que ça va contre la libre concurrence. Eh bien, c'est pas le citoyen qui est coupable, c'est la puissance publique. Quand vous avez des entrepreneurs, comme vous le dites, qui en effet sont prêts à produire ailleurs dans des conditions ignobles pour préserver leur marge, très bien. Mais en effet, si on avait laissé faire le monde économique, on n'aurait pas de congés payés, on aurait la semaine de 48 heures et on ferait travailler les enfants. Heureusement qu'il y a eu une puissance publique pour agir. C'est donc bien la puissance publique qui régule. Et le problème, c'est qu'elle a arrêté de réguler. L'Europe est une merveilleuse machine à vendre les voitures allemandes dans le monde. Les Allemands, ils sont à toutes les commissions. Ils négocient pied à pied. Ils ne se font pas avoir. Et nous, on envoie des gens qui sont super pro-européens. On bâtit l'Europe. Mais eux, ils font l'Allemagne, les Italiens font l'Italie, les Portugais font le Portugal, nous, on est là pour jouer collectif. Donc, il faut qu'on muscle absolument les jeux et qu'on ait des gens à l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se décident à l'Europe, et c'est très bien l'Europe. Il faut qu'on soit fort, mais qui ne lâche rien sur l'intérêt des entreprises françaises. C'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des possibilités d'action. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, en Allemagne, 80% de la commande publique va à des entreprises allemandes, alors qu'en France, c'est 15%. Le levier que constitue la commande publique est majeur. Et il suffirait d'abord d'orienter les appels d'offres et ensuite, à un moment donné, la défense des intérêts vitaux de la France permet d'agir pour protéger notre industrie. Il suffit de mettre en place véritablement ce rapport de force au sein de l'Union européenne. Nous sommes contributeurs nets et ça doit normalement être porté par des politiques. En effet, c'est pas une question de naïveté et le problème, c'est que la France est faible en Europe. Alors Natacha, on en est où au niveau du bouclage ? Mais là, on est en plein bouclage de l'audace. On envoie les derniers papiers à l'imprimeur le 12 novembre. Donc là, on est dans la phase qu'on appelle la phase des BAT, les bons à tirer. C'est-à-dire que les pages ont toutes été montées, mises en page, il y a les photos, il y a les légendes, et on relit une dernière fois chaque page pour vérifier qu'il n'y a pas une erreur qui s'est glissée, que ce soit une faute d'orthographe, que ce soit une photo mal légendée, que ce soit un dernier regard sur un choix de titre ou d'intertitre. C'est vraiment le moment où on peut encore faire quelque chose, mais où ça y est, ça va partir en impression et devenir une vraie revue papier imprimée. Et donc, si vous deviez résumer votre sentiment en un mot aujourd'hui, avant le bouclage ? Alors, en un mot, fierté. Fierté, on a réussi à le faire. On sort cette revue, elle sera dans les kiosques, dans les librairies, elle va être splendide. Mais c'est un boulot collectif. On a tous vraiment travaillé, mais d'arrache-pied pour réussir à produire quelque chose qui va être passionnant, on l'espère, qui va intéresser, ça va apprendre des choses aux lecteurs. Ils vont pouvoir se plonger dans des dossiers et sortir de là en se disant ma vision du monde est plus pointue, je peux faire mes choix, je peux décider ce que je veux comme avenir après avoir lu cette revue. Alors maintenant, c'est bientôt la fin de la campagne et des prolongations de la campagne au 30 novembre. C'est la fin d'une aventure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire autour de cette fin ? C'est pas une fin, c'est un début. C'est un début parce que grâce à tous les contributeurs, grâce aux 8000 contributions qui vont permettre qu'il y ait 8000 numéros de l'audace qui soient là, eh bien cette revue va exister et on va pouvoir maintenant lancer la mécanique. Elle va être dans les kiosques, dans les librairies, dans les boîtes aux lettres de nos abonnés et on va
continuer. Nous, on commence déjà à réfléchir au numéro 2, à le concevoir, à le penser pour qu'il soit encore meilleur que le numéro 1. Et ça, c'est grâce à tous ceux qui ont participé à cette campagne de souscription et qui ont fait en sorte que cette aventure puisse exister parce que c'est collectif. Exactement ici, on est au salon du Made in France, c'est-à-dire avec tous les gens qui collectivement ont envie de faire gagner la France, qui sont patriotes et qui ont envie de faire quelque chose qui fait du bien à leur pays. Eh bien nous, on participe un peu à ça, c'est aussi une aventure collective, l'audace, et c'est aussi un élan où chacun, en contribuant à la campagne Ulule, a décidé de donner du sens à tout cet élan et à toute cette aventure. Merci Natacha. Merci beaucoup.